Le nouveau pont Champlain est construit par un consortium dirigé par SNC-Lavalin, malgré le nuage qui ternit sa réputation. Je peux vous dire que oui, il y avait un système de collusion. Oui, on a participé, on était des acteurs de ça. Des entreprises liées au scandale de collusion ou de corruption ont tout de même des contrats publics. Il y a des entreprises sur lesquelles on a entendu des horreurs, comme Commission Charbonneau, puis on les voit encore travailler aujourd'hui. C'est à se demander... Alors, on peut en déduire que l'Autorité des marchés financiers leur a donné l'autorisation d'obtenir des contrats publics. Au Québec, l'AMF donne le feu vert à des firmes, pourtant entachées. À Ottawa, on signe des ententes administratives avec elles. Un lobby important essaie d'éviter les poursuites et d'obtenir des ententes à l'amiable, comme aux États-Unis. On fait vraiment une justice à deux vitesses. C'est l'apparence que ça donne. Le message clair qui a été envoyé en 2011 en adoptant la loi concernant la lutte à la corruption, 3 ans plus tard, on enlève finalement toutes les dents à la législation. Des changements législatifs importants sont cachés dans des amendements adoptés en catimini pour protéger nos fleurons. Les péquistes, la CAQ ou les libéraux, il n'y en a pas un qui va dire non à ces choses-là parce qu'ils ne veulent pas punir leur élite économique. Le système pour remettre les entreprises au travail s'apparente au jeu de serpent et échelle. C'est opaque, c'est secret, on n'en sait rien. Et C'est une justice parallèle. c'est un système de justice extrajudiciaire. Vous avez reçu plusieurs paiements de la société SNC-Lavalin. Jamais, non, en aucune façon, madame. Il y a plus de 2 ans, nous avions dévoilé que cet homme aurait accepté un pot de vin pour donner le contrat de réfection du pont Jacques-Cartier à SNC-Lavalin. C'était au tournant de l'an 2000. Il était le PDG de la Société des ponts Champlain Jacques-Cartier. Il est maintenant accusé de fraude. Mais SNC-Lavalin, qui aurait donné le pot de vin, selon l'enquête de la GRC, n'est pas inquiété. C'est toujours le récepteur d'enveloppe qui est puni et pas celui, le donneur, parce qu'en droit criminel, le donneur doit avoir une intention corruptrice. Pendant que Michel Fournier bâtit sa défense, SNC-Lavalin, elle, bâtit le pont Champlain, un contrat de plus de 4 milliards de dollars. C'est business as usual. SNC-Lavalin qui est de nouveau dans l'embarras. La Gendarmerie royale du Canada dépose des accusations de fraude et de corruption contre la firme. L'entreprise est accusée d'avoir fraudé la Libye pour près de 130 millions de dollars. Et d'ex-hauts dirigeants sont poursuivis pour fraude dans le dossier du Centre universitaire de santé de McGill. Nous sommes non coupables, alors on va se battre jusqu'à la fin pour le démontrer. Mais la fin est loin. Le procès concernant la fraude alléguée en Libye n'est pas prévu avant 3 ans. Le tout pourrait s'éterniser jusqu'en 2025. Pendant ce temps-là, SNC-Lavalin aurait été en pénitence, incapable de travailler au fédéral, parfois barré à l'international. I really don't think, from an SNC-Lavalin perspective, that our 40,000 innocent employees, should be dragged through the courts year after year on this. SNC-Lavalin crie au secours. L'aide lui vient d'Ottawa, sous la forme d'une entente administrative. Et là, l'entente administrative vous permet de faire quoi? De soumissionner, de continuer à faire des contrats, puis d'en gagner encore d'autres. Jusqu'au bout des poursuites. Jusqu'au bout des poursuites. C'était la première entente de ce genre à être signée. En retour, la firme a dû mettre en place des règlements de conformité anti-corruption. Il y avait une liste noire des entreprises proscrites de faire affaire avec l'État. SNC-Lavalin s'y trouvait, ne pouvait pas avoir la maîtrise d'œuvre du pont Champlain. Il y avait des concurrents étrangers qui pressaient pour avoir le contrat et le gouvernement a fait une exception à sa propre loi pour permettre à SNC d'avoir le contrat. C'est de faire la distinction entre ce que des individus peuvent avoir fait et une entreprise. Alors, des individus qui ont fait de la malversation doivent être poursuivis, doivent payer des pénalités, doivent rembourser l'argent, doivent aller en prison si c'est le cas, mais les entreprises, elles doivent continuer à opérer pour donner des emplois. Ottawa et Québec parlent le même langage. On a peu d'entreprises globales. On a SNC-Lavalin, bien sûr, voyez-vous. On a Bombardier. Préservons-le. Ce que je dis, moi, simplement, c'est que soyons prudents avec nos grands fleurons. Et pour cela, le gouvernement québécois va assouplir ses lois anticorruption. 2011-2012, plusieurs entreprises ont été mises sur la sellette à la Commission Charbonneau.
Bentech à 2 49 838 et 22 sous. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si c'est un appel d'offres truqué ou non? Truqué. Ainsi en est-il de la collusion alléguée des 4 grands dans le domaine des conduites d'eau et des égouts, ce qui aurait augmenté les coûts de 85 Bentech et d'autres, qui auraient payé des pots de vin aux ingénieurs de la Ville de Montréal pour obtenir des contrats, travaillent encore. Tous les firmes qui travaillaient à Longueuil faisaient partie du système de collusion. Même scénario pour Dessau et Véro. Vilipendés à la commission Charbonneau, réhabilités par l'AMF. Pourtant, dans la foulée de la commission, le ton des partis était assez unanime. Il est totalement inacceptable que des fraudeurs puissent obtenir des contrats publics financés à même l'argent des Québécois. Nous convions tous les Québécois et Québécoises à un grand ménage. Un premier ménage a été fait en 2011. Rappelez-vous, le gouvernement libéral voulait éviter la commission Charbonneau. Quand il s'agit de collusion, de corruption, de mafia, c'est vraiment une affaire de police. Pour faire taire la grogne publique, il s'en remet plutôt à la police, avec l'UPAC, et adopte une loi qui crée un registre d'entreprises coupables. Pour se retrouver dans la complexité des lois qui vont se succéder, nous avons demandé l'aide d'une spécialiste. On introduit le RENA. Le registre des entreprises non admissibles. S'y trouvent les contractants déclarés coupables d'une infraction. Donc, ce qui est important, c'est ça, coupable. Déclarés coupables, oui. OK. Donc, inadmissible pour les contrats publics pour 5 ans. Le coup de filet qui est donné avec le RENA attrape quelques gros poissons. Mais ce sont plutôt des centaines de petits qui sont pris pour des infractions mineures, de petits commerces qui ont tenté d'éviter la taxe d'accise. « 2012. La commission Charbonneau vient de commencer et frappe l'imaginaire des citoyens. Et une de ces règles-là, c'était de payer une cote au clan sicilien. Exact? Oui. Un chum, c'est un chum. Votre chum voulait pas vous payer? Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Oh, c'est tellement bien dit. Écoutez, si ça a été le cas, j'ai pas allumé. Êtes-vous en train de nous dire que vous étiez imbécile et incompétent? Le Parti québécois prend le pouvoir et serre la vis avec une nouvelle loi anticorruption. Il crée un deuxième registre, tenu par l'AMF. C'est le registre des entreprises autorisées, qu'on appelle maintenant le REA. On a le RENA, ça, c'est les entreprises non admissibles, puis on a le REA. Oui. Alors, le RENA, c'est le Conseil du Trésor, c'est pour les entreprises qui sont déclarées coupables d'une infraction. Et le REA, c'est un registre des entreprises qui ont été autorisées par l'AMF à obtenir des contrats au-delà d'un certain seuil. Au-delà de 5 millions de dollars, les entreprises doivent demander une autorisation pour obtenir un contrat public. L'UPAC enquête et c'est l'AMF qui décide. Elle doit refuser l'autorisation à contracter si elle juge que l'entreprise ne satisfait pas aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. C'est comme cela que Bentech, comme d'autres, vont aussi se retrouver dans le filet du RENA et vont commencer à jouer à serpent et échelle entre les deux registres. Ainsi, Entreprise Bentech demande à l'AMF de l'autoriser à soumissionner au contrat public, être admis sur le REA. Mais l'AMF refuse, question d'intégrité. Conséquence, elle glisse sur le RENA. 5 ans en pénitence, c'est automatique. L'entreprise s'est adressée à la Cour pour forcer la main à l'AMF, mais a perdu. C'est avec le procès qu'on découvre un peu les critères de l'AMF. Ainsi, elle juge que la firme appelée Entreprise Bentech n'est qu'une façade pour Construction Bentech, dont il a tant été question à la commission Charbonneau. Une façade, car elle a la même adresse et pas d'équipement à elle. Mais tout n'est pas perdu pour Entreprise Bentech. En 2015, les libéraux reprennent le pouvoir et modifient à nouveau les règles avec une loi au drôle de titre. Projet de loi numéro 26, loi visant principalement la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraude ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics. Ce long titre cache quelque chose. Parce que c'est ajouté dans des dispositions modificatrices à la toute fin de la loi, qui n'a en fait aucun lien avec l'objectif principal de la loi pour la récupération des sommes visées.
des articles clés, mais incompréhensibles, vont détricoter les lois précédentes. Mais moi, quand je lis ça, là, est modifié par tel article, de tel chapitre, puis on fait référence à un autre chapitre d'une autre loi. Alors, on dit qu'elle est modifiée par l'ajout, après l'article 58.1, qui, lui, a été édicté par l'article 23 du chapitre 25 des lois de 2012. Ça fait-vous mal à la tête, des fois, à lire ces articles-là? Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, mais je pense que ce qui est plus problématique, c'est le message que lance cette modification-là. L'Autorité des marchés financiers devient la Commission des libérations conditionnelles des entreprises, parce qu'elle va décider si oui ou non l'entreprise est suffisamment réhabilitée malgré qu'elle est sur le RENA. Une entreprise peut maintenant demander en tout temps de passer d'une liste à l'autre, grimper du RENA au REA. Et pendant que l'AMF évalue la demande, l'entreprise est automatiquement retirée du RENA, éligible soudainement à soumissionner. Et c'est ainsi que Entreprise Bentech a pu demander de nouveau à l'AMF l'autorisation de soumissionner au contrat public, grimper au REA, ce qu'elle a obtenu. Elle signe immédiatement un contrat avec la Ville de Montréal, 750 000 $ pour refaire une conduite d'eau. Vérification faite, l'équipement a été loué d'une entreprise à numéro, liée à Construction Bentech. Alors, comment a-t-elle pu obtenir le feu vert de l'AMF, puisqu'on lui reprochait justement de ne pas avoir son équipement? L'entreprise peut démontrer qu'elle satisfait aux critères d'intégrité si elle, par exemple, elle se débarrasse de l'actionnaire qui est une personne physique qui a été déclaré coupable ou un des administrateurs ou dirigeants qui faisait problème. Une grande entreprise qui se débarrasse de l'actionnaire ou de l'administrateur considéré malhonnête peut remonter l'échelle. C'est ce qu'ont fait Desso et SNC-Lavalin. Quant à Entreprise Bentech, impossible de savoir ce qu'elle a fait pour être blanchie. C'est un contrat qui était truqué. Et j'ai reçu, je dirais, 3 000 $ de la part de M. Antonio Bentivegna. Monsieur Tony Bentivegna. Antonio Bentivegna. Est-ce que c'est toujours lui qui faisait affaire avec vous pour ces choses-là? Toujours. Tony Bentivegna, senior, aurait donné des pots de vin aux ingénieurs de Montréal pour obtenir des contrats pour les entreprises de ses enfants. C'est son fils, qu'on voit dans ces images et qui porte le même nom, qui est aux commandes d'Entreprise Bentech, qui travaille de nouveau à Montréal. Joint au téléphone, ce dernier réfute tout ce qui a été dit à la commission. Qu'est-ce que vous avez fait pour que l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, vous accorde l'autorisation à soumissionner? Cela restera un secret entre la compagnie et l'AMF. Bentech n'a jamais été poursuivi. C'est son intégrité qui était questionnée. Mais avec la nouvelle loi, même être reconnu coupable ne veut plus rien dire. L'entreprise est déclarée coupable. C'est plus un refus automatique. L'entreprise a été découpable par un tribunal étranger. C'est plus un refus automatique. C'est plus un refus automatique. C'est un refus, et on va le voir plus loin, un refus discrétionnaire. Donc, c'est peu considéré. Un pouvoir accru pour l'AMF, qui n'a pas à expliquer ses décisions au public. Elle doit toutefois prévenir les entreprises d'un éventuel refus, ce qui permet un échappatoire, comme nous l'avons découvert. L'entreprise n'a alors qu'à se désister. Cela lui évite de glisser au RENA, ni vu ni connu. C'est ce qu'ont fait plus de 300 entreprises, qui ainsi conservent leur droit de soumissionner sur tous les contrats de moins de 5 millions de $. 5 millions, c'est le seuil pour toutes les municipalités, sauf Montréal, qui l'a abaissé, elle, à 100 000 $. Il y a donc du travail pour les entreprises, même sans l'autorisation de l'AMF. Et celles qui l'ont sont peu surveillées. On dit qu'il y a un manque de ressources, donc le follow-up, donc votre agent de probation ne vous appelle pas très souvent, hein, si on peut dire dans ce sens-là. Il n'y a vérification, selon l'UPAC, que lorsque des drapeaux sont levés, et pas systématiquement. Ainsi, seules 4 entreprises ont été sanctionnées. Les entreprises veulent plus. Elles veulent gagner au jeu de serpent et échelle. Et le gros lot serait les DPA, pour Deferred Prosecution Agreement, autrement dit, des ententes à l'amiable. Payer une amende éviterait toute poursuite. Basées sur le modèle américain, ces ententes représentent le Saint Graal pour les entreprises qui ont des ennuis. Ça va te coûter 500 millions, par exemple,
Et en échange de ce paiement-là, tu vas mettre en place dans ta compagnie des codes d'éthique, des mesures de lutte à la corruption, et tu vas embaucher des vérificateurs externes qui vont en voir l'application. Et donc, en échange de ça, la compagnie, elle évite toute poursuite criminelle, elle n'est pas trouvée coupable de rien et elle peut continuer à soumissionner et avoir des contrats de l'État et de d'autres organismes internationaux. Cela mettrait fin à la poursuite contre SNC pour la fraude présumée en Libye. Je pense que autant pour le gouvernement que pour SNC-Lavalin, de très longues procédures, parce que des procès comme ça, c'est toujours long, ça a des coûts importants pour le gouvernement et pour nous, tandis qu'avec un DPA, on peut régler beaucoup plus rapidement. Québec a déjà fait un premier pas dans cette direction. Cette démarche-là vise à éviter aussi d'encombrer nos tribunaux judiciaires. La loi 26, celle avec un drôle de nom, prévoit justement le remboursement de sommes que des organismes, villes ou ministères, auraient payées en trop à des entreprises, sans intenter de poursuite. C'est un bon exemple. À la manière des DPA, c'est une justice extrajudiciaire opaque. Nobody knows anything. SNC-Lavalin a été une des premières entreprises à participer à ce programme. Et au moment où vous aurez réglé pour le programme de remboursement volontaire, vous êtes prêt à admettre combien d'argent vous allez remettre? Nous, c'est pas nous qui décidons ça, c'est le programme. Alors, ce que le gouvernement a décidé, c'est qu'à la toute fin, quand tout le monde sera passé dans le processus, ils vont dévoiler le montant d'argent. Les ententes de type DPA rapportent beaucoup dans les coffres publics. Mais avec la loi 26, le montant remboursé par chacune des entreprises ne sera jamais connu. Et ce programme est temporaire. Mais je me demande si c'est pas mieux quand même un DPA que ce qui se passe actuellement avec les changements qui ont été apportés aux lois québécoises, parce qu'ils sont autorisés à soumissionner, même s'ils sont poursuivis, même s'ils ont été trouvés coupables. Est-ce que c'est pas mieux un DPA alors que à ce moment-là, ça serait mieux. Ça serait mieux. Un lobby important est mené dans ce sens par rien de moins que John Manley, l'ex-vice-premier ministre du Canada, au nom du Conseil canadien des affaires. SNC-Lavalin en est le fer de lance. Il y a beaucoup de lobbies d'affaires. On demande un changement législatif, pas seulement pour SNC-Lavalin, mais pour les entreprises canadiennes, pour pouvoir compétitionner à l'international avec le même cadre réglementaire que nos grands compétiteurs, qui, eux, sont basés aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, où là, ils ont ce type de loi. Aux États-Unis, ces ententes ont rapporté 40 milliards de dollars en 15 ans, ce qui les rend populaires. Mais sont-elles efficaces pour lutter contre la corruption? Pour plusieurs entreprises qui sont là-dedans, c'est rien, ça. C'est rien. C'est un drop in the ocean. Hein? C'est une goutte dans l'océan payer ces quelques centaines de millions d'amendes et que c'est comme une taxe à la corruption. Quand on a des actionnaires, c'est toujours beaucoup d'argent. Alors moi, je n'appelle pas ça une taxe à la corruption. Et doit-on s'enligner sur les lois américaines? Cet argument-là, qui dit que en matière de lutte à la corruption, les États doivent ajuster leurs droits à ceux des Américains, bien, il faut faire attention parce que depuis que l'administration Trump est au pouvoir, plusieurs mesures de lutte à la corruption ont été rescindées, ont été défaites. Donc, si nos entreprises disent qu'il faut s'ajuster aux droits américains, attention, car là, c'est le open bar de la corruption potentiellement. Un fragile équilibre à trouver entre sauver nos fleurons et lutter contre la corruption. Un DPA fait la différence entre des accusations auprès d'individus versus une entreprise. Alors, on sépare les deux. Alors, si on a un DPA demain matin, ça n'empêche pas que les individus qui sont actuellement poursuivis au criminel vont continuer à l'être. C'est seulement l'entreprise qui ne le sera pas. C'est correct, là. C'est vrai qu'on va pas détruire nos entreprises et être plus moraux que les autres, n'est-ce pas? Mon point, les politiciens doivent être transparents là-dessus. Hein, dire, on va adopter des lois comme le DPA. On ne sait pas si ça va être efficace pour faire en sorte que les entreprises ne veulent plus faire de la corruption. Ça, on ne le sait pas vraiment. Mais on sait que ça va équilibrer les intérêts économiques et la lutte à la corruption.